C'est une thématique que l'on m'a demandé de présenter, donc autour de ce qu'on appelle le concept One Health. Je vous les définirai juste après. Je me permettrai un double constat. Tout d'abord que j'aurais été plus à l'aise pour être beaucoup plus en phase avec la thématique à discuter avec vous du changement climatique et de ses impacts en termes de santé, santé des populations humaines, animales ou végétales. Et puis le deuxième constat qui est que finalement, on sait aujourd'hui que la santé n'est pas qu'une conséquence du changement climatique, évidemment, mais peut-être aussi une cause. On sait très bien qu'à travers le changement de comportement, et les comportements, vos comportements, nos comportements vont dépendre finalement de votre bien-être, de notre bien-être, mais aussi finalement de notre santé, et que peut-être que l'utilisation à la place des voitures qui dégazent, qui produisent des gaz, l'utilisation de la bicyclette ou de faire de la marche tous les jours, ça va avoir des effets, des conséquences évidemment sur le changement climatique, mais ça va avoir aussi des conséquences sur votre santé. Et donc on n'a pas suffisamment discuté, en mon sens, de nœuds focaux, c'est-à-dire de sujets qui pourraient être à la fois des conséquences, mais aussi des causes. Alors, le concept One Health, c'est un concept dont on entend de plus en plus parler. Je suis désolé, je vais être obligé de faire une définition parce que c'est un peu la thématique qu'on m'a demandé ici d'expliquer. Donc le concept One Health, c'est un concept finalement assez récent, dont on parle de plus en plus depuis 5 ou 6 ans et qui naît d'une union entre les sciences médicales et les sciences vétérinaires sous le simple constat que 62% des infections émergentes qui vont infecter l'humain et les populations humaines aujourd'hui viennent de l'animal. D'accord ? Et donc, demandant une meilleure cohésion, une meilleure synergie et transversalité entre sciences vétérinaires et sciences médicales, à tel point que nous avons eu, à la fois sur la scène française et la scène internationale, c'est ce que je vous dessine ici, énormément de difficultés à introduire le troisième pied du trépied, c'est-à-dire la composante environnementale, dans la mesure où vous avez énormément de virus qui vont avoir des capacités de conservation dans les sols, 6 mois pour certains virus de grippe aviaire, donc indiquant que la composante environnementale est absolument importante pour comprendre des transmissions infectieuses de maladies humaines, animales ou végétales. Sur ce, existe un autre concept qui est le concept EcoHealth, que nous avions traduit en France par écologie de la santé, qui lui articule beaucoup mieux les aspects à la fois de médecine vétérinaire, médecine infectieuse humaine, mais aussi la composante environnementale qui, je vous le répète, est essentiellement important pour comprendre des problématiques de santé et en particulier des infections. Donc aujourd'hui coexistent les deux concepts, One Health et EcoHealth, donc avec un message principal qui est qu'EcoHealth incorpore beaucoup plus dans une vision intégrative la composante environnementale que ne le fait le concept One Health, et cela a pu avoir des conséquences au niveau des décisions prises, notamment à l'ANR. Si vous voulez, vous avez un article de synthèse, c'est là quand même la première fois où je vois une synthèse au bout de 5 ans qui est produite à partir de 1800 papiers utilisant l'argumentaire One Health pour démontrer que finalement, en fait, vous êtes capable de faire la traduction vous-même. Il n'y a pas tout à fait de transversalité puisque chaque discipline reste dans ses bornes. Alors je vais passer sur le concept Future Earth, le programme Future Earth, lui qui adopte cette vision EcoHealth, c'est-à-dire écologie de la santé, considérant que l'environnement a une importance essentielle pour les problématiques de santé humaine, animale et végétale. Et j'ai décidé, parce que le problème avec le concept One Health, c'est que vous ouvrez des portes et vous n'en refermez pas, donc de prendre 3 flashs pour vous alimenter ce qu'est aujourd'hui une vision intégrative en santé, avec finalement du recyclage intellectuel qui est bon finalement pour ma planète intellectuelle, du problème des résistances aux antibiotiques. Résistance aux antibiotiques dans un contexte de changement climatique, on peut penser qu'avec le changement climatique, vous aurez plus d'agents, en tout cas de vecteurs d'origine tropicale qui pourraient transmettre des infections d'origine tropicale dans le sud européen en particulier. Le changement climatique est une composante, évidemment, mais vous avez d'autres facteurs explicatifs à l'arrivée de ces agents vectoriels, des moustiques en particulier, et leurs propriétés de capacité invasive, donc je me réfère au topo fait par François Sarrazin au préalable, c'est-à-dire que ce sont des espèces invasives qui ont des capacités biologiques à envahir les systèmes.
Et donc ça, c'est l'un des premiers déterminants. Eh bien, le problème de la résistance, il va apparaître très très rapidement, à partir des années 60, dès lors où on va introduire des insecticides dans les systèmes pour contrôler les populations de vecteurs, dont certains vecteurs peuvent être responsables de transmission infectieuse. 1969, ça a été très travaillé à Montpellier, avec les organophosphorés en particulier. La bande rouge vous indique toute la région qui est traitée dans le sud de la France. Et puis vous voyez 1970, c'est-à-dire 5 ans, déjà les premières résistances à ces insecticides à apparaître dans les populations, notamment ici travaillées de populations d'espèces de moustiques qu'on appelle les culex. D'accord ? Et puis finalement, on s'aperçoit qu'en continuant, tous les 5 ans, en fonction de la molécule, vous avez des résistances à apparaître. Même observation, même analogie que vous pouvez faire avec les antibiotiques. Et puis on s'est aperçu que finalement, à force de traiter dans une zone, la bande rouge que vous voyez, eh bien, vos individus résistants aux antibiotiques vont avoir aussi des capacités de propagation plus importantes que les populations qui ne sont pas traitées et envahir d'autres zones, comme vous le voyez, plus au nord de Montpellier et prendre de l'importance. Donc du coup, aujourd'hui, on ne peut plus trop utiliser ces insecticides, tout simplement parce que la zone est envahie par des formes résistantes. Alors, on sait aujourd'hui, c'est le message principal, qu'en pratiquant une démoustication optimale, en travaillant sur l'espace est ici extrêmement important à considérer. Vous pouvez utiliser, vous voyez, des barrières de différents insecticides, tenir compte des propriétés de l'environnement pour éviter à la fois de la résistance aux antibiotiques et ce phénomène de dispersion d'espace dans lequel ces moustiques résistants se trouvent finalement bien et puis entrent en compétition avec ceux qui ne sont pas résistants et finalement gagnent the game. Donc on peut aujourd'hui, ça c'est très peu utilisé d'un point de vue intellectuel, théorique, mais plus applicatif, ça peut être aujourd'hui appliqué, c'est-à-dire d'une coordination beaucoup plus optimale de l'utilisation des moustiques en se servant notamment de l'espace. Deuxième sujet concerne la dynamique de transmission avec des faits quand même contre-intuitifs assez extraordinaires. Nous avons de plus en plus de problèmes d'infection, notamment dans les populations de ruminants en France. Et on s'est aperçu, en Grande-Bretagne, que la paratuberculose, qui est due à l'agent Mycobacterium paratuberculosis, qui peut infecter nos troupeaux de ruminants, l'un des réservoirs était le blaireau. Eh bien, les décideurs publics vont décider en Grande-Bretagne de tuer les blaireaux. Que se passe-t-il avec une espèce qui va entrer en compensation de densité? On me tue, je vais fabriquer beaucoup plus de bébés. Et donc finalement, en fabriquant des bébés comme réaction finalement à cette densité de population, eh bien, vous fabriquez des individus susceptibles, et s'ils sont susceptibles à quoi? À la paratuberculose. Donc autrement dit, vous tuez des individus parce que vous pensez éradiquer ou contrôler l'infection, et c'est tout le contraire qui se passe, c'est-à-dire d'un développement de l'infection et des épidémies, comme il vous le montrez sur ces deux diagrammes. Et ici, vous avez une idée par rapport à la moyenne des formes épidémiques que peuvent prendre ces infections lorsque vous tuez ces populations de blaireaux, et notamment des jeunes adultes. En se servant de l'espace ici avec une espèce protégée, le loup d'Abyssinie, en se servant de l'espace ici, et d'une bonne connaissance de l'espace et des flux d'individus du loup d'Abyssinie dans différentes régions ici sur les montagnes en Éthiopie, et en connaissant bien les individus qui vont être infectés de ceux qui ne le seront pas. Je rappelle que la rage de laquelle peuvent souffrir ces loups d'Abyssinie qui peuvent être en voie d'extinction, et notamment par les effets de l'infection, en contrôlant les flux de population dans un système métapopulationnel, vous pouvez pratiquer, je vais en avoir fini, vous pouvez pratiquer une vaccination et des politiques de vaccination pour enrayer cette infection de la rage qui va venir infecter à la fois ces loups d'Abyssinie mais aussi les chiens domestiques. Vous pouvez pratiquer des vaccinations beaucoup plus optimales et tenter d'éradiquer l'infection. Donc l'importance ici d'une connaissance de l'environnement pour pratiquer ici la vaccination. C'est ce que montre cette diapositive. Donc en conclusion, et ce en quoi je vais être dans mes temps, des politiques sanitaires qui ne prennent pas suffisamment en compte les connaissances en biologie, en écologie et en évolution. Rappelez-vous la connaissance que l'on a de l'utilisation des insecticides et à chaque fois, tous les 5 ans, l'apparition de résistance, alors que les bonnes pratiques feraient que vous devez mieux travailler sur la notion d'espace et savoir à quel moment et dans quel espace donné vous devez
à utiliser tel type de molécule pour éviter à la fois de la résistance à apparaître à 5 ans et de la dispersion de formes envahissantes résistantes aux antibiotiques. Vous avez aussi des effets contre-intuitifs, comme je vous l'ai montré, où vous tuez la population qui est le principal réservoir et manque de bol, je dirais manque de bol, vous avez une surinfection à se produire avec des épidémies beaucoup plus importantes, d'où l'importance de contrôler, de bien connaître ici la biologie de la population et dans ce cas-là de la reproduction de cette espèce. Le phénomène de résistance aux insecticides peut être mieux géré si l'on prend en compte l'espace et l'on gère de manière plus optimale et diversifiée ces insecticides, on le sait très bien aujourd'hui, et développer des approches biostatistiques et biomathématiques, la notion de big data et des outils autour, comme outils d'aide à la décision. Je pense que ce n'est pas suffisamment utilisé actuellement en France, et notamment sur l'utilisation de formes de scénarios et de tests de sensibilité de variables et qui vous permettraient de développer des politiques sanitaires plus adéquates et plus optimales. Je vous remercie.